Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc sur ce webinaire de l'IRIS, qui est une conférence qui nous permet de partager avec vous les enseignements, les leçons et les réflexions issues de la revue internationale et stratégique numéro 128 autour de la géopolitique de la sobriété. Je m'appelle Julia Tast, je suis directrice de recherche à l'IRIS et responsable du programme Climat, Énergie et Sécurité, et j'ai le plaisir d'être la modératrice de la conférence de ce soir et d'accueillir autour de cette table par ordre alphabétique et donc non pas par ordre protocolaire, Maxence Cordier, Emmanuel H et Noémie Rebière. Et donc nous allons échanger pendant l'heure et demie qui arrive autour de ce thème de la sobriété qui a été au cœur de la dernière revue internationale et stratégique de l'IRIS. Avant de commencer les discussions, je rappelle tout simplement comment fonctionne ce webinaire. Vous ne pourrez pas prendre la parole par son ou par image, et donc n'hésitez pas à nous faire part de vos questions dans le chat ou dans l'onglet qui est prévu à cet effet, l'onglet questions-réponses. C'est là où je pourrais y avoir accès et je pourrais poser ces questions aux intervenants. Et donc, je vous propose de commencer. Je vais rapidement vous présenter avant de laisser la parole à Emmanuel H pour qu'il puisse revenir sur la genèse de cette revue internationale et stratégique. Et donc, Maxence Cordier, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur diplômé de Chimie ParisTech PSL et titulaire d'une maîtrise en cycle du combustible nucléaire. Vous avez occupé divers postes en ingénierie d'études avant de travailler à l'ambassade de France à Londres de 2016 à 2018. Et après ça, vous avez rejoint le CEA où vous vous occupez d'affaires européennes. Et vous êtes également l'auteur du livre Énergie, publié au pluriel, je précise, Énergie au pluriel, publié en 2022 chez Tana Éditions dans la collection Fake or Not. Par ordre alphabétique, Emmanuel H. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, économiste prospectiviste à l'IFP Énergie Nouvelle et auteur de l'ouvrage Géopolitique des énergies, qui est sorti en 2022, et donc directeur de cette revue internationale et stratégique autour de la géopolitique de la sobriété. Et Noémie Rebière, bonjour. Bonjour. Vous êtes titulaire d'un doctorat à l'Institut français de géopolitique, spécialiste des questions de sécurité énergétique et d'énergie de défense, et vous travaillez actuellement au ministère des Armées au sein de la division énergie opérationnelle. Peut-être avant de vous laisser la parole, Emmanuel, autour de cette RIS, je rappelle à notre public que vous allez trouver dans l'onglet discussion de ce webinaire un lien vers la RIS en ligne, donc tous les articles sur la plateforme Kern. Et n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions, que ce soit dans la partie questions ou dans la partie chat. Et donc, je vous laisse commencer par présenter comment vous en êtes arrivé à proposer une revue internationale et stratégique, ce qui n'est pas forcément évident, sur un thème aussi précis et, je dirais, assez peu géopolitique à premier abord que la sobriété. Alors effectivement, donc cette géopolitique de la sobriété, elle vient d'une réflexion que nous avons commencé à mener à partir de 2019, et nous avons commencé à essayer de détailler différents points de vue que nous pourrions avoir autour de cette question pendant la pandémie en 2020. Et à l'époque, nos questionnements, ils étaient beaucoup plus centrés sur les rapports que pouvait entretenir la sobriété et la définition de puissance des États dans le monde qui apparaissait à l'époque. Pourquoi ? Parce que tout simplement, à cette époque, la question de la sobriété, elle était très peu abordée. Rappelez-vous, la pandémie de Covid-19, elle avait amplifié les tendances géopolitiques, notamment l'affirmation de la puissance chinoise, les rivalités systémiques entre la Chine et les États-Unis. Les questions de sobriété étaient comme un impensé des politiques énergétiques. Elles étaient souvent peu audibles, souvent caricaturées, et pourtant, il existait déjà des signaux faibles, et c'est sur la base de ces signaux faibles que nous avons pensé cette revue internationale et stratégique. Et notamment, premier signal faible, tout simplement, nous avions repéré, observé que si nous souhaitions limiter la hausse des températures à 1,5 degré
il fallait laisser notamment dans le sous-sol près de 60% des réserves de pétrole et de gaz et plus de 90% des réserves de charbon. Et puis, travaillant sur les questions de besoins en matières premières pour les technologies bas carbone, le constat était assez simple. Hein. Les extractions mondiales de matières premières dépassent les 100 milliards de tonnes et les impacts sociaux et environnementaux de l'extraction et de la consommation ne pouvaient plus être occultés. Dès lors, on s'est interrogé sur cette question de la modération des besoins et comment justement faire rentrer cette question de la modération dans une forme de définition de la puissance des États intégrant la sobriété. Et c'est pour ça que c'est devenu une forme d'axe de recherche essayant de lier relations internationales, énergie et puis rapports sociaux. Alors pour ce faire, qu'est-ce que nous avons cherché? Nous avons cherché à identifier notamment différents âges de la sobriété. Hein. Dès l'Antiquité, on parle de sobriété-tempérance, hein, notamment chez Aristote, la sobriété, elle est attachée à la vertu, à la sagesse. Puis si on fait un bond dans l'histoire, on est autour de la sobriété volontaire, avec notamment des mouvements qu'on a vu apparaître dans les années 60-70, basés notamment sur des mouvements anticonsuméristes, basés sur la montée en puissance des préoccupations écologiques, des questions de discernement technologique. Et puis, 2022, troisième volet du 6e rapport du GIEC, la sobriété au sens du GIEC, c'est-à-dire cette volonté de relier le concept de sobriété avec les objectifs de développement durable et les limites planétaires. Et donc, de ces trois définitions, nous sommes allés vers un quatrième âge qui nous semble très important en termes de sobriété. C'est ce que nous appelons la sobriété systémique, intégrant à la fois le corps des relations internationales et les relations interétatiques et même intra-étatiques pour essayer justement de chercher ces liens entre sobriété, démocratie, sobriété, résilience, sobriété, ville et sobriété énergétique et sobriété matériaux. Et derrière ce concept de sobriété systémique, il y a véritablement la volonté de ne pas s'intéresser uniquement aux aspects énergétiques, qui certes sont des catalyseurs, mais qui ne sont pas la fin en soi de la sobriété. Et donc, penser la sobriété notamment comme un facteur d'attractivité, comme un facteur de leadership, ou comme une sobriété pour des États acteurs et volontaires, et aussi une sobriété comme facteur de paix dans les relations internationales. Ça veut dire qu'à cette conception de la géopolitique de la sobriété, on doit aller aussi vers une forme de sobriété de la géopolitique, c'est-à-dire une modération des conflits, une coopération interétatique. Très large tour d'horizon, ça va être... alors, peut-être pour revenir sur quelques définitions, pour commencer ce débat, et avant d'aborder toute la partie stratégique qui est l'objet de cette RIS, je vous propose de revenir sur le concept même de sobriété, le développement du concept de sobriété, même si ça a été un peu présenté par Emmanuel, et surtout les impératifs, les conditions dans lesquelles ça a été développé. Est-ce que vous pourriez revenir sur la manière dont ce concept a émergé dans le débat autour de l'énergie, du climat, et de manière plus globale ensuite sur le reste de la consommation, finalement, Maxence Cordy? Oui, alors je vais être beaucoup plus terre à terre, en fait, finalement, avec un aspect de définition. En fait, on parle beaucoup de sobriété depuis le début de la crise énergétique, en mettant beaucoup de choses derrière et parfois en se trompant, en confondant la sobriété, l'efficacité. Il y a trois grands moyens d'économiser de l'énergie. Le premier, c'est l'efficacité, c'est-à-dire que pour un service inchangé, on consomme moins d'énergie parce que le système a été mieux conçu. Par exemple, un moteur de voiture aujourd'hui, pour un service égal, consomme moins qu'un moteur d'il y a 40 ans parce qu'on a fait des progrès dans les motorisations. Donc, un véhicule qui pèserait la même masse, la même puissance, etc., consommerait moins d'énergie. Si on isole un bâtiment, qu'on chauffait par exemple à 19 avant et qu'on chauffe toujours à 19 après, on consommera moins d'énergie, c'est de l'efficacité énergétique. Un autre moyen d'économiser de l'énergie, c'est ce qu'on appelle la sobriété, c'est le sujet de ce soir, c'est accepter une concession pour moins consommer d'énergie. Alors, cette concession, elle peut soit être à l'échelle individuelle, soit à l'échelle collective. Par exemple, ça peut être décider d'aller en vacances moins loin, décider d'acheter un petit véhicule plutôt qu'un gros véhicule, de prendre les transports en commun plutôt que sa voiture, de moins chauffer son bâtiment à partir du moment où ça reste un choix. À l'échelle collective, ça peut être par exemple interdire les terrasses chauffées ou imposer aux services publics de chauffer à 19 degrés. Ça, c'est une mesure de sobriété collective.
Enfin, il existe un troisième moyen de faire des économies, alors qui est beaucoup moins agréable, on va dire, entre guillemets, que les deux premiers, qui est la pauvreté. C'est une économie forcée par l'économie, d'une certaine manière. C'est-à-dire que quand on n'a pas les moyens de continuer à consommer de l'énergie, on est forcé d'en consommer moins. Par exemple, la précarité énergétique, les gens qui ne peuvent plus chauffer, donc qui ne se chauffent pas parce qu'ils ne peuvent pas payer le chauffage. Ça peut être aussi à l'échelle des entreprises. On l'a vu avec la crise du gaz, l'envol du prix du gaz a entraîné un certain nombre d'entreprises à réduire leur activité, voire à la cesser. Donc, par exemple, les entreprises qui font des engrais, l'engrais, on fait ça à partir d'ammoniac, l'ammoniac, on fait ça à partir d'hydrogène, l'hydrogène à partir de gaz naturel. L'envol du prix du gaz a entraîné un envol des coûts pour ces entreprises-là qui ont réduit, voire cessé leur production d'engrais, ce qui a après des conséquences en chaîne. Et donc, en fait, quand on fait face à une contrainte, alors que ce soit la contrainte climatique ou la contrainte sur les approvisionnements combustibles fossiles, l'une des réponses est d'économiser de l'énergie. Et si on ne fait pas suffisamment d'efforts avec de l'efficacité et de la sobriété, finalement, ça peut être la pauvreté qui est amenée à compenser, d'où l'intérêt en fait, de bien se saisir du sujet pour ne pas en arriver là. Merci beaucoup. Ce qui permet de continuer sur ce thème de la sobriété en ayant un aspect un peu plus stratégique et puis un peu plus spécifique, puisque là, on parlait de sobriété à l'échelle plutôt nationale et sur tous les secteurs économiques. Est-ce que, en parlant de sobriété à la suite justement de la hausse de ces prix de l'énergie, est-ce que vous pouvez revenir, Daniel Robillard, sur la manière dont la sobriété a été vue, conçue, comprise par un acteur, une institution comme le ministère des Armées avant la crise russo-ukrainienne et avant 2022, et puis peut-être commencer à évoquer la manière dont il y a pu avoir un changement de perception à la suite de finalement cette sobriété subie qui a été celle de 2022. Tout à fait. Alors, on se place pour le ministère des Armées, qui est une institution publique, dans la même temporalité de prise en compte. Donc, les années 2018, 2019, 2020 sont les années où on voit en fait émerger la prise en compte des enjeux énergétiques, de la transition énergétique qui va s'imposer aux forces armées et à l'ensemble de leurs programmes capacitaires, mais aussi la question du changement climatique qui, au fur et à mesure, émerge comme un risque grandissant. Donc, en 2019-2020 est lancé par la ministre des Armées, Madame Florence Parly, un groupe de travail pour réaliser une stratégie énergétique de défense. Et à ce moment, on ne parle pas de sobriété, on ne le voit pas forcément apparaître dans les termes, et ce n'est pas forcément le discours qui est utilisé à ce moment-là au sein du ministère, mais on parle déjà le slogan, on va dire, avec cette stratégie énergétique de défense qui s'articule autour de 3 idées forces qui sont consommer moins, consommer mieux et consommer sûr. Donc ça, c'est lié à la question de la sécurité des approvisionnements. Ça a été très bien défini par Maxence Cordier. La question de consommer moins, ça va justement être la sobriété, et la question d'efficacité également. L'idée de consommer mieux, c'est l'idée de l'optimisation, ou comment est-ce qu'on réussit à mieux manager nos consommations énergétiques pour mieux consommer l'énergie et moins gaspiller. Donc on est vraiment avec l'idée de cette sobriété, on est à la confluence de ces deux idées. Et l'idée de consommer sûr, c'est donc comment est-ce qu'on sécurise nos approvisionnements pour un ministère qui a bien évidemment des missions stratégiques, qui a des missions opérationnelles à assurer. Donc voilà, il y a tout l'enjeu de la sécurité énergétique derrière. Donc en 2020, donc vraiment c'est le moment de la publication de la stratégie énergétique de défense, on fait en fait justement le constat dont on a déjà parlé, qui est en fait le constat d'un paradoxe, où on pressent qu'il va y avoir de plus en plus de contraintes et de tensions géopolitiques pour avoir accès aux ressources. Et en même temps, donc on sait qu'il va falloir effectivement consommer moins pour être moins sujet à ces tensions et devoir encore mieux sécuriser nos approvisionnements. Et il y a le constat que les consommations, mais c'est valable pour l'ensemble de la société, que les consommations, notamment des armées, avec un ensemble d'équipements et de programmes capacitaires de plus en plus énergivores, qui a une tendance à consommer plus. Donc, il va bien falloir répondre à ce paradoxe de tension d'un côté, d'augmentation des consommations, et donc de se dire et de mettre en œuvre, on y reviendra peut-être plus tard, comment réussir à limiter cette hausse tendancielle des consommations et à justement réussir à consommer moins et mieux.
il y a aussi quelque chose qu'on voit apparaître, c'est un concept, alors il n'est pas forcément dit comme tel, mais en fait, l'armée de terre va de plus en plus parler de frugalité et de rusticité, notamment pour tous ces équipements qui sont de plus en plus complexes et avec voilà, énormément de numérisation, de digitalisation, et donc il y a déjà une prise en compte, certainement dans l'armée de l'air en premier, d'un besoin de frugalité, notamment en termes d'équipements plus complexes, et voilà, d'avoir une possibilité de réversibilité avec tout un domaine numérique qui s'étend à l'ensemble des usages, et des usages plus frugaux pour les opérations. Donc c'est très lié aussi, peut-être qu'on l'abordera plus tard, de manière plus globale pour les armées et comme pour le reste des secteurs, à la numérisation, la digitalisation et en fait la complexification de certains équipements. Et la sobriété pose aussi la question de la simplicité de la manière dont on travaille, notamment à toutes les échelles. Donc ça me permet de faire la transition avec 2022, qui a été une année charnière, en tout cas dans l'acceptation par le politique de l'impératif de sobriété. Peut-être que ça va me permettre de revenir sur justement la revue internationale et stratégique. Emmanuel H., est-ce que vous pouvez revenir sur comment et pourquoi avoir abordé la sobriété par son angle géopolitique et géostratégique, justement revenir sur cette RIS et puis la manière dont elle s'inscrit en 2022 dans un contexte où, pour l'Europe, mais aussi pour d'autres pays dans le monde, devenir sobre en énergie va devenir un impératif stratégique. Alors, en fait, le choix de l'impératif stratégique ou d'aborder cette problématique par un angle géopolitique et stratégique, j'ai presque envie de dire qu'il s'est opéré un tout petit peu de lui-même, tout simplement par les différentes crises et par les différentes recompositions géopolitiques ou des relations internationales que l'on peut observer à l'heure actuelle, hein, c'est-à-dire les rivalités systémiques qui se sont approfondies, les créations ou la sensation de voir renaître certains blocs de puissance. Et donc, qui dit bloc de puissance va dire compétition possible pour l'accès à des ressources, hein, que ce soit des ressources énergétiques ou des ressources en matières premières. Et quelque part, la guerre en Ukraine, elle est l'un des catalyseurs j'allais dire, stratégique de cette réflexion sur la sobriété, mais j'ai presque envie de dire pas que, tout simplement parce que les questions de finitude des ressources, les questions de pic de demande, les questions de pic d'offres de ressources naturelles, qu'ils soient envisageables, possibles, probables, interrogent forcément les notions de sécurité d'approvisionnement, les besoins en consommation et encore une fois, tous les impacts qui sont liés à ces consommations, hein, que ce soit les impacts environnementaux, les impacts sociaux, sont autant d'éléments qui doivent structurer une réflexion, à mon sens, sur la sobriété. Et lorsque nous avons conçu ce dossier, on était assez étonnés au final que les pouvoirs publics ne s'en emparent pas avant cette crise de 2022, tout simplement pour notamment bâtir un narratif. Après, la crise en Ukraine, la guerre en Ukraine, elle apporte des éléments nouveaux qui catalysent des états de fait, ou en tout cas un état du monde qui était déjà là avant la crise en Ukraine. Je m'explique. Lorsque vous regardez par exemple l'augmentation des prix du pétrole entre 2021 et début 2022, on est quand même passé de 15 $ le baril à plus de 100 $ le baril. Donc, on a déjà un profil énergétique extrêmement tendu. Lorsque vous regardez tout ce qui se passe sur les autres marchés de matières premières, à la sortie de la pandémie, en raison notamment de la désorganisation des chaînes de production, en raison notamment de la très, très forte croissance observée après la pandémie, hein, on est autour de 6% de croissance en 2021. Donc, on est sur des ressorts, j'allais dire, de consommation qui sont très, très élevés et donc qui doivent aussi interroger sur le lien entre besoins, consommation, sécurisation et prix. Donc, ce mélange j'allais dire, de crises à la fois géoéconomiques, conflictuelle, c'est cette crise économique. Avec la guerre en Ukraine, on revient aussi
sur j'allais dire, un paradigme que nous avons tous vécu, qui n'était absolument pas anticipé, qui est celui du paradigme, c'est la fin du paradigme des prix bas, et notamment avec une inflation généralisée au niveau mondial, très très perceptible au niveau européen, car beaucoup plus dépendante notamment de l'ensemble des marchés de matières premières, que ce soit des marchés énergétiques, les marchés des métaux, et même les marchés alimentaires, voire notamment toutes les tensions qu'on a eues sur les marchés du blé. Encore une fois, avant la guerre en Ukraine, on a déjà un choc comparable sur les marchés énergétiques qui sont quasiment comparables à celui du premier choc pétrolier. Donc, on a une réflexion, j'allais dire, en amont sur ces questions-là. Après, l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, elle apporte un réveil absolument douloureux, notamment pour l'Europe, qui, ignorant, alors c'est facile de le dire a posteriori, mais peut-être ignorant certains signaux faibles, notamment de la conduite des affaires énergétiques russes vis-à-vis de l'Europe dans les années 2000, l'Europe s'est retrouvée, j'allais dire, emprisonnée dans sa dépendance, alors pas uniquement d'ailleurs russe, on est à une taux de dépendance notamment sur les marchés de matières premières énergétiques, la pétrole, produits pétroliers, on est à plus de 95% dépendant de l'extérieur, on est autour de 85% pour le gaz, on est autour de 45% même pour le charbon. Et lorsque vous regardez quel est le premier fournisseur de pétrole et de gaz, vous allez retrouver la Russie pour le pétrole à plus de 25% et à plus de 45% pour le gaz. Donc, j'ai presque envie de dire, cette question, la question ukrainienne, elle fait ressurgir à la fois des vieux démons inflationnistes, elle fait ressurgir à la fois des problématiques qu'on n'avait pas observées depuis le premier choc pétrolier, et elle interroge la capacité à sécuriser. Et lorsqu'on interroge la capacité à sécuriser, une des solutions, c'est la modération. Après, quel est le problème avec ce catalyseur, j'allais dire géopolitique ou stratégique? C'est qu'il amène, à mon sens, une mauvaise notion de sobriété qui est une sobriété subie. C'est-à-dire que c'est du rationnement. C'est un petit peu l'état d'impréparation des États qui fait qu'on est obligé de modérer de manière assez flagrante. Elle n'est pas assez volontariste, cette sobriété. Elle ne porte pas un message dans ce sens. C'est plus une politique de contournement d'un problème géostratégique qu'une véritable implémentation de mesures structurelles relatives à la sobriété. Alors, avant de vous laisser rebondir tous les deux, parce que je pense que vous avez beaucoup de choses à ajouter sur ces sujets. Alors, je ne sais pas si vous voulez rebondir, parce qu'on en était à l'aspect stratégique et on arrivait en fait au sujet même de cette revue internationale et stratégique sur la géopolitique de la sobriété. Et je ne sais pas si vous vouliez rebondir sur ce qui a été dit par Emmanuel H sur l'aspect stratégique et de puissance de la sobriété et l'atout que ça peut représenter pour certains pays. Pour les armées, par exemple, Noémie Rivière. Moi, ça va être surtout sur la question de la prise en compte, un petit peu sur le tard et en réaction, et que surtout le fait que ce n'est pas une véritable volonté d'implémentation, mais une volonté de contournement. Donc c'est plutôt sur ça que je voudrais réagir. Tout à l'heure, Julia, vous m'avez posé la question de savoir qu'est-ce qui avait changé en 2022. Donc, je vais revenir un petit peu là-dessus. Comme pour l'ensemble des acteurs, la question de la sobriété, elle a réellement été prise en compte par le ministère des Armées et par les forces armées en 2022 suite à la crise. C'est-à-dire que le risque de pénurie, en fait, d'une pénurie possible, ce qui a été inenvisageable jusqu'alors, a vraiment fait prendre en compte le fait que il allait falloir se donner les moyens de réagir et donc de conserver de l'énergie. Et le premier moyen de consommer, d'assurer des stocks plus conséquents, ou en tout cas de ne pas gaspiller, c'est de consommer moins. Donc, c'est vraiment le risque d'une crise énergétique majeure cet hiver qui a rendu acceptable et nécessaire la notion de sobriété. Parce que, juste pour la question du ministère des Armées, la culture des armées, c'est vraiment de se dire que ce qui doit primer, c'est bien la mission opérationnelle. Donc, l'idée de la sobriété chez les armées n'est pas forcément quelque chose de naturel.
là, l'émergence, enfin, la possibilité d'une crise majeure repose la question et donc se dit qu'il va falloir effectivement faire des efforts pour pouvoir assurer cette mission. Donc, on change effectivement de paradigme. Et il y a bien évidemment, ça a été évoqué, la question du prix, où les armées sont des très gros consommateurs d'énergie, notamment de pétrole, hein, avec 75% du mix énergétique des armées qui repose sur du pétrole, dû aux missions aériennes, navales et terrestres. Donc, il faut effectivement faire un effort très conséquent. Donc, là où la question de la sobriété devient stratégique, c'est quand elle touche en fait à la notion de résilience. C'est-à-dire que la nécessité de consommer moins va permettre de rendre plus résilient d'un point de vue énergétique le ministère des Armées. Et qu'est-ce que ça signifie pour les forces armées? C'est-à-dire assurer la continuité d'activité de leur mission dans une situation où il y aurait des ruptures potentielles, en l'occurrence pour cet hiver en France d'électricité, mais ça peut tout à fait être sur des ruptures d'approvisionnement au niveau pétrolier. Donc ça a vraiment permis bah, de basculer un petit peu cette question au niveau des mentalités et de prendre en compte réellement et de mettre des mesures conséquentes et en fait de jouer le jeu et d'y aller. Donc, c'était vraiment pour cette notion de résilience qu'on bascule dans la dimension stratégique. Merci. Et est-ce qu'au niveau, alors peut-être pas pour votre institution, mais est-ce que vous, de votre côté, qui travaillez sur ces questions depuis quelques années, vous avez senti de manière plus globale, là aussi, un basculement de la vision de la sobriété à un niveau institutionnel? Est-ce qu'on peut parler de sobriété stratégique dans les ministères en France, en dehors du ministère des Armées? Est-ce que c'est un sujet de discussion qui a émergé avec les conséquences de la guerre en Ukraine? Qu'est-ce que ça a changé, en fait? Alors, ça, effectivement, le sujet commence à émerger avec les conséquences de la guerre en Ukraine, mais déjà, pour rebondir et concourir à ce qu'a dit Noémie Rébière, c'est vraiment un sujet important de résilience. Si on prend l'exemple du ministère des Armées, par exemple, il faut considérer que les engagements, la conception des capacités, les achats capacitaires qu'on fait aujourd'hui vont nous emmener sur plusieurs décennies. C'est-à-dire que si on investit dans un porte-avions, dans une nouvelle génération d'avions, etc., aujourd'hui, c'est ce qui nous servira dans 30, dans 40 ans, voire plus. Donc, ces capacités devront être capables de répondre aux besoins, au contexte à ce moment-là. Si on a des contraintes, par exemple sur le pétrole, parce que comme le disait Noémie tout à l'heure, le ministère des Armées est très dépendant du pétrole, ça veut dire qu'on risque d'avoir un contournement de la défense française par le bas, à savoir que pour des raisons de prix du pétrole ou des raisons d'inaccessibilité à des carburants dans certaines zones du monde, la France pourrait être amenée à se dire on a un intérêt stratégique à cet endroit-là, mais on n'y va pas parce qu'on a des équipements qui consomment de plus en plus, qui consomment trop, et soit ça coûte trop cher, soit techniquement ce serait trop compliqué d'acheminer l'énergie jusqu'à l'endroit où on doit aller. Et ça entraîne des réflexions qui sont extrêmement compliquées, je pense, à mener, parce que, par exemple, si on prend l'exemple des avions de chasse, ce sont des équipements qui consomment de plus en plus de carburant parce qu'ils sont de plus en plus performants, ce qui vise aussi à protéger la vie du pilote et à être capable de mener des missions de plus en plus complexes. Mais ça veut dire aussi qu'on va réfléchir de plus en plus avant de les utiliser. Le risque de le perdre, évidemment, mais aussi via le coût d'engagement de ces avions-là. Donc, la démarche de sobriété n'est pas évidente parce que ça nécessite de revoir aussi les capacités de chaque équipement, ce qu'on en attend, mais c'est aussi ça qui peut permettre d'éviter à l'avenir d'être incapable d'agir sur certains terrains. Dans les autres ministères qui ont, à mon sens, moins de culture logistique, le ministère des Armées a traditionnellement une grande culture logistique parce que quand vous intervenez sur un terrain, que ce soit en termes de nourriture, de carburant, il faut assurer l'approvisionnement. Donc, il y a quand même cette culture matérielle terre à terre qu'il n'y a pas forcément dans les autres ministères. Mais là, avec la guerre en Ukraine, le sujet commence à émerger et c'est effectivement un sujet de résilience, c'est-à-dire que si on commence à avoir une démarche de sobriété, qu'elle soit énergétique ou de manière plus générale sur tous les équipements, ça va permettre de pérenniser le cœur des services rendus par les énergies et par ces matières. Je m'explique. Si on dit, par exemple, demain, en France, on n'a plus le droit de vendre un véhicule qui consomme plus de 6 litres au 100.
une bêtise, c'est à titre d'illustration. Ça veut dire qu'on va faire des économies de pétrole, on va empêcher les gens de s'équiper avec des voitures qui consomment beaucoup, et si le prix du pétrole augmente, ça évitera de retrouver les gens sur les ronds-points parce qu'ils ne pourront plus acheter le pétrole pour mettre dans leur voiture. De la même manière, on s'attend à des tensions sur un certain nombre de métaux pour la transition dans les années à venir, le lithium, le nickel, le cuivre. Emmanuel pourra éventuellement dire quelques mots là-dessus, c'est lui le spécialiste, pour des raisons diverses et variées. Mais ça veut dire que si on a une frugalité des usages, c'est-à-dire faire des petits véhicules électriques plutôt que des gros SUV électriques, on pourra en électrifier davantage, donc on pourra préserver le service de mobilité rendu par ces métaux davantage que si on refuse de voir le problème, qu'on se dit, bon, bah voilà, chacun fait ce qu'il veut, on peut faire des gros véhicules avec des énormes batteries, et donc on électrifiera moins de véhicules. C'est une résilience aussi pour nos industriels, parce que si on refuse d'anticiper les contraintes à venir, que ce soit aujourd'hui sur le gaz, demain, et quand je dis demain, c'est quasiment littéralement, c'est vraiment dans les années à venir sur le pétrole, et dans les années à venir aussi sur un certain nombre de métaux, ça veut dire que certains industriels qui se sont positionnés sur des secteurs très dépendants de ces matières-là risquent de voir leur marché s'éroder, voire s'effondrer. Et donc, ce sont des emplois, des activités qui sont menacées. Pour prendre un exemple, pendant le premier choc pétrolier, les industriels automobiles européens ont récupéré des parts de marché sur les Américains parce que les Américains faisaient des voitures qui étaient plus grosses à cette époque-là, parce que les Américains avaient avaient une grosse production de pétrole chez eux. Donc en fait, tout l'enjeu de la sobriété, c'est aussi de créer, et donc là c'est au pouvoir public de le faire, des marchés qui obligent nos industriels à se positionner non pas sur le crépuscule des marchés d'aujourd'hui, dans la mobilité, c'est le gros SUV pétrole, mais sur l'aube des marchés de demain, donc petits véhicules électriques par exemple, pour qu'ils soient capables de saisir ces marchés qui vont émerger et au contraire ne pas se trouver sur des marchés qui vont s'effondrer. Et ensuite aussi pour la population et la stabilité de nos pays, si on est capable d'assurer le cœur des services, la mobilité, le chauffage, l'approvisionnement en nourriture, etc., en consommant moins d'énergie et de matière, ça veut dire qu'on sera capable de les assurer dans des conditions dégradées et donc de garder le plus possible la stabilité sociale. Tandis que si on refuse de voir ces problèmes, qu'on dit non, il est hors de question de faire des efforts, face aux contraintes actuelles sur le gaz, futures sur le pétrole et sur un certain nombre de métaux, ça veut dire que l'économie va se faire par de la pauvreté. Et donc là, on risque de retrouver les gens sur les ronds-points. Et donc, la stabilité sociale, la stabilité des gouvernements risque aussi d'être affectée. Et donc, si la stabilité des gouvernements est affectée, ça enlèvera en plus des moyens de faire face à cette situation. Donc après, c'est un cercle vicieux qui rend de plus en plus incapable de faire face à ce type de contraintes. Et donc, si je comprends bien ce que vous expliquez aussi, l'idée, c'est que d'une part, il faut anticiper. Il y a une grosse partie du thème de ce soir, c'est l'anticipation, qui revient au pouvoir public, puisqu'il est assez rare que la sobriété va de pair avec une baisse de consommation quelque part, pas forcément du produit qu'on utilise, mais peut-être du carburant. Et donc, il est souvent assez compliqué de la part du secteur privé de s'auto-couper de certains marchés. Donc, ça va revenir à la puissance publique. Et donc, la prochaine question qu'on peut se poser, c'est les conditions de mise en œuvre d'une stratégie de sobriété à l'échelle nationale, par exemple. Donc, on va commencer par le ministère des Armées, et puis après, on pourra élargir la question à d'autres ministères et puis à d'autres secteurs. Comment on met en place des mesures de sobriété au sein d'un ministère comme celui des Armées. Et donc, vous parliez tout à l'heure de frugalité et de rusticité. Est-ce que c'est par ce type de concept qu'on met en place des politiques de sobriété au sein d'un ministère comme celui des Armées? Alors, je vais d'abord revenir justement, je ne vais pas faire un focus immédiat sur le ministère des Armées, mais surtout sur la volonté justement de l'État de pousser les différents ministères, les institutions publiques et aussi le domaine privé à justement faire de la sobriété. Donc, le 23 juin 2022, la Première ministre et la ministre de la Transition énergétique ont lancé un plan de sobriété pour les institutions publiques et les entreprises en leur demandant d'élaborer une feuille de route avec des recommandations et des actions à mettre en œuvre. Donc ça, c'était attendu pour le mois de septembre. Donc tout le monde a eu tout l'été pour travailler là-dessus. L'objectif étant d'atteindre moins 10% de consommation énergétique, toute énergie confondue,
carburant, gaz, électricité, à horizon 2024, donc en 2 ans, mais en prenant en compte les chiffres des consommations de 2019, donc d'avant Covid, parce qu'il aurait été trop simple de diminuer par rapport aux années Covid, qui avaient déjà subi une très forte baisse des consommations globales. Donc l'idée était bien de s'inscrire dans cette tendance de baisse de la consommation avec les chiffres d'avant Covid, parce qu'on a vu qu'après le Covid, l'ensemble des consommations était remonté très rapidement. En fait, pour l'État et pour les institutions, il s'agit, mais on l'a déjà dit, de diminuer de toute urgence l'ensemble des consommations en énergie afin de diminuer la dépendance aux importations, bien que ce soit toujours plus complexe parce qu'en fait, on va aller importer ailleurs vu qu'on est extrêmement dépendant des importations. Donc, la question de l'élaboration des feuilles de route, ce n'est pas du tout la même pour les ministères ou les entreprises. En fonction des ministères, on va avoir une force de frappe plus importante ou non. Par exemple, le ministère des Armées est le premier propriétaire foncier de l'État, a énormément d'emprises et de bases sur l'ensemble du territoire national, en métropole et outre-mer, et donc a une capacité d'avoir une réaction sur les consommations. Bien que, même si c'est le premier propriétaire foncier de l'État, sa consommation en termes d'électricité et de gaz sur le territoire national ne représente pas des volumes extrêmement importants. On est dans un ratio à peu près d'1% pour le ministère des Armées des consommations énergétiques nationales. Donc, ce n'est pas si conséquent, mais c'est un effort parmi tant d'autres. Donc, l'État, l'ensemble des institutions veulent être exemplaires. Il y a vraiment une volonté de la part de l'État depuis déjà plusieurs années de se positionner comme État exemplaire sur l'ensemble de ces questions de transition énergétique, d'adaptation aux questions climatiques, etc. Donc, l'idée, ça va donc être d'élaborer des feuilles de route. Pour le ministère des Armées, cette feuille de route, et du coup je reviens très rapidement sur ce que Maxence a dit tout à l'heure, pour les armées, la priorité absolument incontournable, c'est bien d'assurer les missions opérationnelles. Donc la sobriété, les politiques de sobriété et les actions à mettre en œuvre ne vont pas s'appliquer dans le domaine opérationnel. Elles vont bien s'appliquer sur le fonctionnement courant, donc c'est-à-dire l'ensemble du fonctionnement de l'administration, des plans de mobilité des personnels qui viennent travailler sur base voilà, au sein de l'institution, mais on ne touche pas à l'activité opérationnelle. C'est un incontournable absolu pour le ministère des Armées. Donc, comment est-ce que ça se met en œuvre tout d'abord, le point le plus important, ça va être la question de la sensibilisation en fait, aux gestes quotidiens. Donc, il y a eu une diffusion à l'ensemble des personnels civils et militaires du ministère des Armées sur l'ensemble des emprises du ministère, d'un guide qui s'appelait le guide Éco-Gestes, où on a touché différents domaines, notamment celui de la mobilité. On est toujours dans le domaine non opérationnel, mais il y a déjà énormément d'efforts à faire. Donc, celui de la mobilité, de l'énergie d'infrastructure, donc l'électricité, le gaz pour le chauffage, toute la question de la sobriété numérique, donc en touchant au système d'information et de communication, qui est un poste, un usage de consommation évidemment croissant, et aussi la question de la restauration et de divers usages quotidiens. Par exemple, il y a un entraînement physique qui est extrêmement présent pour le ministère, au sein du ministère des Armées. Donc, par exemple, une des actions, ça pouvait être de demander de baisser la température des piscines. Il a pu aussi y avoir des propositions, parce que ça a été aussi à l'initiative de l'ensemble des acteurs au sein des emprises partout sur le territoire. Il y a eu des propositions du type une semaine en pull au vert pour baisser le niveau des chauffages. Et donc, en fait, l'ensemble de ces propositions d'action, c'était aussi à la main des différents acteurs sur le territoire. Et l'idée, c'est à terme, à horizon 2024, de les mesurer l'impact de l'ensemble des mesures mises en œuvre. Donc ça pose tout un autre tas de questions. C'est comment est-ce qu'on va aller mesurer. Donc maintenant, on va mettre en œuvre un suivi de l'ensemble de ces actions et essayer de mesurer dans 2 ans quel impact ont eu l'ensemble de ces mesures. Et peut-être justement pour continuer sur l'aspect institution étatique, il y a tout un aspect que vous mentionniez, le fait de réduire des consommations, d'anticiper, etc. Dans l'article que vous avez écrit pour la revue, vous indiquez qu'il va falloir anticiper l'échec. Est-ce que vous pourriez revenir sur votre article et sur la manière dont vous peut-être préconisez d'appliquer ces mesures de sobriété à un niveau national pour éviter de se retrouver dans une situation compliquée
dans quelques années, comme on a pu l'être? Alors oui, il y a deux façons dont on peut comprendre, anticiper l'échec. Déjà, quand on voit les différents scénarios de décarbonation qui ont pu être conçus au niveau français, on voit que même en s'appuyant sur toutes les énergies bas carbone, c'est-à-dire en tenant compte de l'éolien, du solaire, du nucléaire, etc., ça va supposer des trajectoires très ambitieuses, à la fois côté demande et côté offre. C'est-à-dire que les scénarios de décarbonation tablent sur une réussite de nos politiques d'isolation. Typiquement, en 2050, tous les bâtiments seraient en catégorie A ou B d'efficacité énergétique, ce qui va être extrêmement compliqué, pour ne pas dire quasiment impossible à atteindre. Même dans les scénarios avec du nucléaire, là, je pense au scénario de RTE, vous avez un développement très ambitieux des énergies renouvelables, le solaire photovoltaïque, l'éolien à terre, en mer. Et en fait, et des flexibilités, donc décaler des usages d'électricité dans le temps. Il faut anticiper sur ces scénarios-là l'échec d'une ou plusieurs des trajectoires. Par exemple, l'isolation des bâtiments, il est probable qu'on fasse moins que ce qui est anticipé, ce qui veut dire que la demande, à contrario, en parallèle, sera plus élevée pour compenser ça. Sur l'éolien, les oppositions croissantes aux éoliennes peuvent être un facteur limitant du déploiement. Sur le nucléaire, les capacités industrielles peuvent être aussi un facteur limitant du déploiement. Sur la flexibilisation des usages, pareil, on ne sait pas exactement jusqu'où la population sera prête à aller. Et donc, c'est pour ça que, quel que soit le scénario, en fait, on ne peut pas voir ça comme une recette de cuisine où on se dit, bon, bah voilà, il me faut tant de solaire, tant d'éolien, tant de nucléaire. Et puis, je pars du principe que tout va réussir. Et puis, en 2050, on est décarboné. En fait, il faut anticiper l'échec sur une ou plusieurs des trajectoires, ce qui nécessite déjà de n'exclure aucune trajectoire. Si on commence à dire, bah, je ne veux pas de nucléaire, je ne veux pas d'éolien, je ne veux pas faire d'efforts de sobriété, bah, en fait, on rend cette équation beaucoup plus complexe parce que ça nécessite d'aller encore plus loin sur chaque filière. Et la sobriété a un rôle majeur à jouer là-dedans, c'est-à-dire que moins on consommera d'énergie, plus on acceptera aussi de faire des concessions, plus on a de chances d'atteindre nos objectifs. A contrario, et là c'est un peu le deuxième risque d'échec, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse, qui est un excès aussi de certaines personnes dans des mouvements un peu radicaux, qui consistent à dire de toute façon, nucléaire, renouvelable, tout ça, c'est n'importe quoi, il faut tout mettre sur la sobriété. De la même manière que toutes les technologies de décarbonation ont leurs limites, en termes de délai de déploiement, de coûts, de consommation de matière, d'impact environnemental, etc., les politiques de sobriété ont elles aussi leurs limites, notamment en termes d'acceptabilité. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que quelqu'un qui est très sensibilisé à la question est prêt à faire des efforts que l'ensemble de la population française sera prête à faire des efforts. Et il y a des gens qui sont prêts à faire aucun effort, il y en a qui sont prêts à faire des efforts un peu plus importants, etc. Et en fait, le politique qui va devoir réguler l'effort pour le partager va avoir du mal à aller très loin. C'est-à-dire que les premiers efforts sont faciles à faire. Typiquement, interdire les terrasses chauffées, ce n'était pas un capital politique très important pour faire passer cette mesure. Par contre, si on disait demain, bah, les gens n'ont pas le droit de se chauffer à plus de 19 degrés chez eux, par exemple, bah, là, le coût politique serait beaucoup plus fort. Donc, de la même manière qu'il ne faut pas surestimer ce que les différentes technologies de décarbonation, que ce soit les renouvelables, le nucléaire, les carburants aviation durable, l'hydrogène, les batteries, etc., peuvent faire. Il ne faut pas non plus… il faut rester vigilant vis-à-vis de ce qu'on attend de la sobriété. En fait, c'est en développant les politiques de sobriété qu'on aura progressivement une idée de plus en plus précise de jusqu'où on peut aller. Et ce jusqu'où on peut aller dépend aussi de la façon dont on implémente ces politiques. C'est-à-dire que si on le fait intelligemment, on pourra aller plus loin que si on met en place des politiques que les gens perçoivent comme étant assez violentes. Ensuite, peut-être un mot sur la mise en place des politiques de sobriété, parce que c'était quelque chose que vous mentionniez au début. Je pense qu'avant de dire aux gens il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, ce qui revient à discuter de la solution, il faut déjà bien présenter le problème. Et ça, à mon sens, c'est vraiment central, c'est-à-dire expliquer à la population qu'aujourd'hui, on a un problème sur le gaz, demain, on va avoir un problème sur le pétrole, et ça, on n'en parle pas du tout. Et que de toute façon, même au-delà des questions climatiques, il va falloir faire ces efforts-là, non pas pour embêter les gens, mais pour préserver le cœur des services rendus aujourd'hui par le gaz et par le pétrole. Donc, si on fait des efforts pour préserver le cœur de ces services, en fait, on gardera plus de choses que
que si on ne fait pas ces efforts. Donc déjà, en expliquant les enjeux derrière qui nous poussent à devoir faire des efforts aujourd'hui, la population peut déjà davantage comprendre et accepter pourquoi est-ce qu'il va falloir faire des efforts avant même de parler du type d'effort. Et ça permettra aussi aux gens de contribuer au débat public sur tout l'ensemble de ces efforts-là. Ensuite, deuxième volet de sensibilisation de la population, ça va être sur les moyens d'action pour éviter que des messages erronés passent, par exemple, que les gens pensent que s'ils éteignent la lumière en sortant de la pièce, c'est ça qui va résoudre le problème. En fait, ça, c'est assez marginal, et donc il faut vraiment aller sur des actions qui vont être des plus efficaces. Et ensuite, peut-être un dernier volet, ne pas avoir peur des réglementations et de faire respecter la réglementation. C'est-à-dire que, prenons un exemple, si on veut que les véhicules soient plus légers et consomment moins, il faut prendre des réglementations qui interdisent de vendre des véhicules neufs qui consomment plus d'une certaine quantité de pétrole, et il faut la faire respecter. Et j'insiste bien là-dessus parce que, par exemple, l'interdiction des terrasses chauffées n'est pas respectée. Donc, en fait, les quelques mesures de sobriété qui existent souvent ne sont pas respectées car pas contrôlées. Si on veut que les bâtiments publics, les bâtiments professionnels ne chauffent pas au-delà de 19 degrés, il faut aller faire des contrôles. Et c'est ça aussi qui poussera les gens déjà à faire des efforts parce qu'ils pourront se dire, l'effort est collectif, donc j'y vais. Et peut-être un tout dernier point avant de repasser la parole, ne pas sous-estimer le rôle des symboles. Typiquement, si on prend les panneaux publicitaires à écran ou des choses comme ça ne consomme pas grand-chose, hein. C'est quelques dizaines de gigawattheures en France, donc à la rigueur, on peut les laisser allumer, ça ne change rien. Mais si on veut demander des efforts à la population, il ne faut pas qu'elle ait l'impression que ce qui va demander un effort, en fait, va être gaspillé par ailleurs. Donc, vous n'allez pas accepter d'avoir froid chez vous pour faire un effort, même si vous êtes convaincu de l'intérêt du truc. Si vous, en face de votre fenêtre, vous avez un gros panneau publicitaire à écran qui ne rend aucun service, à qui on n'a pas demandé d'effort. Donc, il faut vraiment, dans l'imaginaire populaire, dans les représentations qu'on a, que les gens, la population, aient conscience que l'effort est généralisé, au-delà des simples calculs sur ce que ça rapporte ou non en termes d'économie. Je ne sais pas si vous voulez réagir. Sinon, je vais en profiter du coup pour rebondir, parce qu'il y a souvent, quand on parle de climat et qu'on parle de lutte contre le changement climatique et de réduction des émissions, on pointe du doigt nos voisins géographiques, que ce soit en Europe ou ailleurs, pour dire, moi j'accepte de faire ces efforts chez moi, mais si je fais ça, il faut que ça ait lieu aussi chez nos voisins. Et donc, ça permet de rebondir sur la sobriété de la géopolitique qui avait un peu été mentionnée par Emmanuel H tout à l'heure, et qui fait aussi l'objet de questions en ligne. Donc, ça me permet de joindre 3 questions en une. D'une part, revenir sur cette question de la sobriété de la géopolitique, et d'autre part, parler d'échelle de mise en place de ces politiques de sobriété. Est-ce que c'est à une échelle régionale? Auquel cas, est-ce qu'on ne va pas se confronter à justement cette comparaison, que ce soit avec le trottoir d'en face ou avec la région ou le département voisin? Est-ce que c'est à l'échelle européenne, par exemple, régionale au sens de l'Union européenne, ou est-ce qu'il faut s'attaquer à ce sujet d'une manière globale? Je pense que la comparaison avec la lutte contre le changement climatique, elle est particulièrement pertinente, tout simplement parce que je pense qu'à la fois la lutte contre le changement climatique et les questions de sobriété, et je vais répondre à la question d'échelle, et je vais même le relier au propos de Maxence, qui était tout à fait pertinent. On a un triple problème de passagers clandestins, c'est-à-dire qu'au niveau des pays, c'est toujours plus intéressant que ce soit le pays d'à côté qui réduise ses émissions, qui réduise sa consommation. À l'intérieur d'un pays, c'est toujours mieux qu'un secteur réduise ses consommations et ses émissions qu'un autre. Et au niveau individuel, c'est beaucoup mieux que vous réduisiez vos émissions que moi-même. Donc, on a ce triple problème de passagers clandestins. Et ce problème que l'on a notamment sur la question des émissions de gaz à effet de serre, on l'a aussi au niveau de la sobriété. Et notamment quand on parle des émissions de gaz à effet de serre, on a cette question de la responsabilité historique. Or, si on transpose ce problème de responsabilité historique sur les questions de sobriété, ça serait un tout petit peu comme demander, et là je réponds à la question de l'échelle,
imaginez une réponse au niveau global, ça voudrait dire qu'on va imposer selon quels critères? Le critère de la consommation énergétique, de la consommation de matériaux, extrêmement difficile j'allais dire, à calculer, surtout dans un monde conflictuel. Dans un monde conflictuel, on aura du mal à décider d'une norme de sobriété globale, je pense. Et notamment parce qu'on ne pourra pas accepter que des pays du Nord développés ne soient pas les seuls à accepter cette sobriété. On ne peut pas dire de la sobriété pour tout le monde, pays du Nord, pays du Sud, et quelque part, on est dans la même logique que les émissions de gaz à effet de serre. Donc, la question de l'échelle, elle répond aussi à une question qui a été traitée à demi-mot, je pense, parce que vous n'avez pas prononcé le mot. C'est la condition de la réussite des politiques de sobriété, la condition, c'est l'égalité. Et quelque part, c'est la réduction des inégalités, que ce soit au niveau des pays, que ce soit au niveau régional. Donc, la question de l'inégalité, elle est permanente, en fait, dans cette question de la sobriété, parce que l'acceptation ne peut se faire qu'au prix d'une réduction des inégalités. Et c'est pour ça, d'ailleurs, peut-être que les appels à la réduction d'éteindre sa Wi-Fi, de faire des petits gestes du quotidien, ne parlent finalement pas beaucoup. C'est parce que tout simplement, on a toujours l'impression qu'il y a toujours plus riche que soi, et donc pourquoi à nous de faire l'effort? Et donc, quelque part, on est peut-être obligé de transposer la question de la résolution de cette problématique au niveau global. Non, parce qu'on est dans un monde conflictuel, et tant qu'on n'aura pas un monde basé sur la coopération, on ne peut pas imaginer une sobriété partage de ressources, c'est-à-dire partage des ressources à la fois énergétiques, partage des ressources à la fois métalliques ou métallifères. Donc, très, très difficile à envisager. Après, au niveau des échelons, on peut imaginer un échelon très, très petit au niveau des quartiers, au niveau des villes, et notamment les concepts de villes sobres qui réfléchissent notamment à toute l'implantation, notamment de solutions du solutionnisme technologique que l'on a actuellement dans certaines villes, toutes ces réflexions sur les flux de matière, sur les flux d'énergie. Peut-être qu'au niveau des villes, c'est intéressant de la poser. Après, au niveau national aussi, peut-être au niveau européen, mais parce qu'au niveau européen, on le fait, on a déjà des objectifs de réduction, mais dépasser l'objectif européen, c'est-à-dire la coopération globale, ça me paraît un tout petit peu, difficile à imaginer. Après, donc première condition, la réduction des inégalités. Deuxième condition, je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Maxence. Plus de normes, plus de réglementation, j'avais presque envie de dire plus d'État. Et je pense qu'à un moment, il faut le passer par là, parce que les entreprises ne se fixent pas elles-mêmes des normes. Ça n'existe pas. Donc, ça veut dire créer des cadres normatifs beaucoup plus opérants et qui intègrent la question de la sobriété globale, énergétique plus matériaux. Après, faut aussi se poser la question de, quand on dit plus d'État, c'est les liens entre l'État et le politique. Parce que quelque part, il faut s'interroger qui seront les hommes politiques qui vont promouvoir des politiques de sobriété. Lorsque vous calculez d'un point de vue économique global, la sobriété, même si on ne veut pas le dire, à un moment, c'est de la diminution de consommation. D'accord ? Donc, ça veut dire une réduction, réduction du gâteau. Donc, il y a deux manières de faire. Soit on augmente les investissements, et ça, oui, si on veut de la sobriété, il faut augmenter les investissements dans les infrastructures. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut faire le pari, un pari, j'allais dire, à long terme, chose plutôt rare d'un point de vue politique, c'est-à-dire que je vais parier sur des retours sur investissement qui sont des retours qui ne sont pas forcément monnayables. C'est quoi ? C'est la paix internationale, c'est moins de conflits, alors qu'on risque de dépenser beaucoup. Donc, quelque part, la sobriété aujourd'hui n'est pensée uniquement comme une dépense, mais pas un retour, j'allais dire, dans l'horizon politique. Et donc, ça, c'est extrêmement difficile. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire réfléchir véritablement à la place de la réflexion du politique dans ces politiques de sobriété. Et puis, dernier élément, à mon sens, une condition, j'allais dire, pas plus importante que les autres, mais quelque part qui va un petit peu symboliser l'ensemble, ou qui va rassembler tous ces éléments, c'est de créer du narratif, c'est-à-dire partager une vision positive. Et là, je suis encore une fois d'accord avec Maxence, ça veut dire changer les représentations. Et ça veut dire, on a
pas encore un concours de la sobriété, mais espérons qu'un jour, on ait des entreprises qui lancent des paris sur le fait de réduire au maximum sa consommation et on puisse gagner quelque chose. Espérons qu'un jour, comment dire, je ne sais pas si on a le droit de citer une marque, mais qu'une Zoé soit, d'un point de vue de la masculinité, beaucoup plus intéressante qu'un SUV qui pèse 2 tonnes. Donc, c'est-à-dire changer cette représentation pour aller vers ce que Gors il parle de normes du suffisant, c'est-à-dire réfléchir par rapport à l'usage. Donc, ça veut dire réfléchir aux usages. Donc, ça fait beaucoup de conditions, j'avoue. Mais la première, c'est vraiment les inégalités. Elle est, à mon avis, centrale, notamment pour l'acceptation de la majeure partie de la population, avec ces questions de représentation et ces questions d'économique et du politique. Ça fait beaucoup, je sais. Mais et on a aussi beaucoup de questions en ligne. Donc, je vais ouvrir ce moment de questions-réponses et je vais aborder un premier thème. On a eu des questions sur les minerais, les métaux, etc. Donc, je ne sais pas s'il y en a je sais que je vais rebondir sur la question, mais je ne sais pas si Noémie Rivière ou Maxence Cordier, vous voulez d'abord avoir quelques mots sur cette question de la sobriété en matière première, finalement, et en métaux ou autres. Peut-être un mot très rapidement, toujours sur le domaine de la défense. Dans le domaine de la défense, la question de la sobriété en métaux, c'est quelque chose qui est pris en compte depuis déjà longtemps, avec toute une démarche d'éco-conception par la Direction générale de l'armement, qui en fait fixe des critères d'éco-conception vis-à-vis de ces industriels pour justement être moins gaspiller les métaux sur l'ensemble de la chaîne industrielle, qui va permettre ensuite de construire tous ces équipements et son matériel. Donc, c'est bien quelque chose qui est pris en compte. Et alors, je ne saurais pas dire à l'année exacte de l'inscription de ces critères d'éco-conception, mais c'est bien quelque chose qui est à l'œuvre. Et juste pour rebondir très rapidement, parce que ce qui a été dit sur l'échelle de la ville m'a justement fait penser à l'échelle et aux différentes échelles auxquelles ont accès le ministère des Armées, la question de l'emprise, donc de la base, c'est une micro-ville qui est encore plus petite qu'une ville. Et l'idée, justement, et qui est en train d'être mise en œuvre et qui fait de plus en plus sens, c'est bien celle du management de l'énergie à l'échelle locale, donc à l'échelle d'une emprise. Et comment est-ce qu'avec à la fois la mise en œuvre des normes, notamment la norme ISO 50001, et aussi de matériel, donc de capteurs qui vont savoir qu'est-ce qu'on consomme où, à quel endroit, et du coup de déterminer un petit peu quel type d'usage énergétique on fait à une échelle, à une petite échelle, une échelle de l'emprise, ça va vraiment être l'effort sur le management de l'énergie et l'optimisation de nos consommations. Donc, c'est en fait, les armées, c'est souvent une micro-société, parce qu'on voit un petit peu tout ce qui se passe dans la société, on peut le transposer au sein de ce ministère avec l'ensemble de la représentativité qu'il y a. Donc voilà, c'était pour compléter un petit peu cette dimension et le rôle extrêmement important de l'échelle locale pour suivre les efforts et pour sensibiliser effectivement les acteurs à des gestes quotidiens. Et sur les minerais et les métaux? Alors, sur les minerais et les métaux, à mon sens, c'est essentiel de réfléchir, comme je dis, à cette sobriété systémique, c'est-à-dire pas uniquement l'énergie. L'énergie, c'est le catalyseur. Les matériaux, c'est le prochain sujet qui vient, tout simplement parce qu'on a une consommation de minerais métalliques qui a notamment été multipliée par 2 depuis les années 2000. Et donc, on a aussi cette problématique à la fois de compétition entre les États. On a cette géopolitique des métaux qui est en train de se construire, notamment qui est tout à fait présente. On commence à parler de diplomatie minérale avec des pays qui sont plus ou moins avancés. La Chine a près de 20 ans d'avance sur ces questions-là. Les États-Unis commencent à réagir. L'Europe cherche un tout petit peu sa place dans cet ensemble. Donc, bien évidemment, la question des métaux, elle est essentielle à traiter. Elle peut être traitée notamment, et moi j'avais presque une question pour le ministère des Armées, c'est est-ce qu'il y a du low-tech par exemple au ministère des Armées? Est-ce qu'on imagine un tout petit peu de downgrader les technologies plutôt que d'aller toujours vers du plus en termes à la fois de consommation de métaux et puis de technologie?
Je sais que ce n'est pas forcément dans l'air du temps, mais on voit bien notamment que l'Ukraine pose un vrai problème en fait, d'accès à la technologie. C'est la vraie question de la frugalité dont on parlait tout à l'heure, qui a été beaucoup développée par l'armée de terre, où l'idée, c'est justement comment est-ce qu'on est moins dépendant d'équipements surnumérisés et comment est-ce qu'on est capable de faire cette réversibilité, en fait. C'est-à-dire qu'il va y avoir voilà, tout un pan des équipements extrêmement numérisés et très complexes, mais si ça ne fonctionne plus, comment est-ce que le char, le VAB, le véhicule blindé, il avance quand même. Donc, ça, c'est une question qu'il faut poser à la Direction générale de l'armement. Hein, sur toutes ces questions low-tech, moi, je ne m'occupe pas du tout de la partie capacitaire, donc je ne vais pas avancer là-dessus. Mais il y a bien cette réflexion de frugalité. Ouais. Parce que je pense qu'au niveau, et je finis juste, au niveau des entreprises, les entreprises font face de toute façon à cette question des métaux. Leur objectif, c'est quand même d'essayer de diminuer à la fois l'impact matière ou en tout cas les possibles crises que l'on peut avoir, notamment sur les prix des matières premières dans les différents équipements. Et donc, il y a cette volonté-là, et notamment les États-Unis réfléchissent comme ça. La première priorité, notamment du département à l'énergie aux États-Unis, c'est de faire des programmes de substitution, de réduction en fait, des besoins en matériaux. Donc, cette contrainte, elle est déjà là, mais elle n'est pas encore présente, notamment pour le grand public ou même notamment pour je pense, l'ensemble des ministères. Le ministère des Armées est peut-être un tout petit peu, j'allais dire, plus sensible à ces questions-là parce qu'il y a beaucoup de métaux critiques, notamment dans les technologies à la fois aériennes et puis terrestres. Si vous ne voulez pas rebondir sur la question, j'en ai beaucoup d'autres qui arrivent. D'ailleurs, je remercie nos spectateurs de leur curiosité et du nombre de questions. N'hésitez pas à continuer. On ne pourra clairement pas y répondre. On ne pourra pas répondre à toutes les questions, mais ça permet de continuer la conversation. On a plusieurs questions qui tournent autour de nouveau la géopolitique, avec l'adéquation ou l'articulation entre la sobriété, donc on parlait tout à l'heure plus de la difficulté de mettre en place des politiques de sobriété à un niveau national quand il s'agit d'accepter finalement que certains secteurs ne continuent pas de croître au même rythme en termes de consommation. Là, les questions, on peut les regrouper sous l'angle suivant. Quand il y a compétition autour de certaines ressources, quand il y a des politiques comme celle de l'Inflation Reduction Act aux États-Unis, quand il y a des pays qui, au contraire, dépendent de la vente de certains produits comme le pétrole, comme les énergies, comme les matières premières, etc. Comment on va concilier sobriété et compétition internationale et je ne sais pas si l'un d'entre vous veut commencer sur cette thématique qui est assez complexe. Comment être un pays sobre au sein d'un jeu international qui n'a pas intérêt à être sobre, finalement. Là-dessus, il y a beaucoup de questions dans la question. Ouais. Pour répondre sur l'Inflation Reduction Act, donc, qui est un gros paquet de mesures adoptées aux États-Unis pour faire face à l'inflation, et donc avec notamment un certain nombre de mesures protectionnistes là-dedans. Je pense que là-dessus, il faut que l'Europe arrête de jouer selon les règles qu'elle aimerait voir, mais selon les règles que les autres, mais qu'elle joue plutôt selon les règles que les autres imposent. Quand on joue à plusieurs, si vous jouez à un jeu de société, vous ne pouvez pas jouer selon vos règles si les autres veulent jouer selon des règles différentes. Et donc, ce qu'on constate, c'est que les autres grandes puissances en compétition avec l'Union européenne, je pense aux États-Unis, à la Chine, à l'Inde, ont des mesures protectionnistes. Et donc, en fait, la vision de l'Union européenne, c'est que s'ils doivent protéger une industrie européenne, c'est qu'en fait, elle est fragile et donc elle va se faire manger par les Chinois, par les Indiens. Donc, en fait, il faut les laisser se taper dessus en interne de l'Europe. Et comme ça, après, elles seront bien solides et puis elles pourront aller faire la compétition avec la Chine, l'Inde. Dans la vraie vie, ce n'est pas ce qui se passe en fait dans la vie réelle. Quand vous avez une nouvelle technologie qui n'est pas optimisée, qui se développe, en Chine, l'industriel a son marché réservé, donc il peut se développer, il peut optimiser son système, développer sa technologie, ce que les Européens ne peuvent pas faire parce qu'ils sont obligés de se faire la guerre en permanence, les industriels européens. Et une fois que les Chinois, par exemple, ont réduit leurs coûts, ils peuvent attaquer le marché européen et ils font face à des entreprises lessivées qui
qui étaient en compétition sur le marché européen. Et donc, il va falloir mettre en place des mesures pour soutenir certains champions européens et pour aussi protéger notre capacité à faire en Europe. Donc ça, c'est un premier volet. Après, pour répondre en considérant peut-être un peu plus la sobriété, certes, il y a des pays qui produisent des combustibles fossiles. Nous, on les consomme. Donc, en fait, si on en consomme moins, ces pays-là, ils feront ce qu'ils veulent. Ils pourront en vendre à d'autres ou se reconvertir. Mais dans tous les cas, nous, ça nous rendra aussi moins dépendants de ces pays-là. Par contre, il faut faire attention à ne pas troquer des dépendances à d'autres. Enfin, c'est ce que disait Emmanuel. Sur la géopolitique des métaux, il y a des pays qui sont très en avance, comme la Chine, qui a complètement capté, par exemple, l'étape de raffinage des minerais. Donc, il faut faire attention à ça. Et c'est aussi pour ça que la sobriété a un rôle à jouer. Si on veut remplacer en 1 pour 1 les combustibles fossiles par des énergies qui reposent sur des approvisionnements massifs en métaux, en fait, on aura du mal, même en mettant en place des politiques de diversification des d'approvisionnements locaux, etc., en métaux, d'assurer notre sécurité d'approvisionnement. Donc, il faut aussi réduire nos besoins pour soutenir ça. Bon, c'était peut-être un peu le bazar, mais… La question était très vaste aussi, parce que j'ai essayé d'en regrouper plusieurs, donc c'était compliqué. Tu veux moi, déjà, je vais être optimiste. Il n'y a pas forcément une compétition sur les marchés de matières premières, toujours, elle n'est pas inexorable à l'horizon de 15 ans. Moi, je prends toujours cet exemple qui me paraît absolument flagrant, qui fait que moi-même, d'ailleurs, parce que j'ai dû prononcer 3 fois le mot de rivalité systémique, on est toujours dans des schémas à peu près construits du piège de Thucydide, de la rivalité sino-américaine. Si vous regardez simplement l'objet matière première et que vous posez la question, est-ce qu'il y a forcément un affrontement sino-américain sur la question des matières premières? Vous apercevez de quoi? Les principales dépendances chinoises peuvent être, j'allais dire, alimentées par des produits américains, que ce soit en pétrole ou en biens agricoles. C'est les 2 principales dépendances chinoises. Donc, vous pouvez tout à fait imaginer un monde dans lequel les États-Unis et la Chine signent des accords de coopération énergétique et agricole. Et en face, que va pouvoir donner la Chine? Effectivement, elle raffine 70% des métaux des batteries de véhicules électriques. Elle a un capital, j'allais dire, à la fois du sous-sol, mais également de ses engagements à l'extérieur. En gros, c'est le premier producteur mondial de métaux. Quelle est la principale dépendance américaine? Ce sont les métaux critiques. Donc, dans un monde non préconstruit, sans préjugés sur les relations internationales, on peut tout à fait vivre dans ce monde où on aurait de la coopération internationale. Bon, après, il y a des rivalités, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas inexorable. Donc, ça dépend aussi de la construction que l'on a des relations internationales. Après, on vit dans le monde réel, parce que sinon, il va y avoir des questions sur arrêter de rêver, dans le monde dans lequel nous sommes à l'heure actuelle. Donc, effectivement, il y a de la compétition. Mais si vous êtes un acteur, et encore une fois, là, je pense qu'on est bien placé, si vous prenez l'Europe, des actifs matières premières, il y en a très peu. Un peu de gaz, un peu de pétrole, mais très peu finalement. Des matières premières, on se pose la question de développer le sous-sol ou pas. Quelle est la voie la plus simple pour un continent comme l'Union européenne? C'est justement d'aller sur ces thématiques de modération et de sobriété, et même d'en faire les clés d'un leadership. C'est-à-dire tout simplement en disant modération de nos consommations. Nous, on va bâtir une société qui est beaucoup plus basée sur les services essentiels, sur l'éducation, sur la santé. On va aller sur des régions qui sont moins polluées, moins consommatrices de matériaux. Et pourquoi ça ne serait pas un symbole d'attractivité, finalement, pour les États? Et donc, je pense que justement, pour les puissances moyennes sans actifs, j'allais dire matières premières, par exemple, la modération, c'est une clé de la réussite. Ça permet notamment de réduire les balances commerciales. Ça permet de sécuriser, d'être un tout petit peu autonome. Et donc, quelque part, est-ce que ça ne pourrait pas être un vecteur d'attractivité? Est-ce qu'on n'a pas tous envie de vivre dans un monde moins polluant, moins consommateur? Possiblement. Est-ce que vous voulez réagir l'un et l'autre sur la question? Juste pour réagir sur ce point,
je crois que c'est l'objet du plan Repower EU, qui a été porté par l'Union européenne, justement, à l'issue de la crise ukrainienne, en essayant, d'ailleurs en donnant les chiffres, avec les calculs qui ont été faits, c'est qu'avec plus de sobriété, on réussirait à ne pas importer la totalité de la des importations de gaz en provenance de Russie. Donc, c'est après l'objectif de l'Union européenne. Mais à titre personnel, j'ai du mal à croire qu'on évite toute rivalité au niveau mondial pour l'accès aux ressources. Malheureusement, c'est pas ce qu'on constate au niveau historique et certainement dans les années à venir. Je ne dis pas qu'on les évite, je dis qu'on les réduit. Oui. On a aussi une question autour du rôle des organisations internationales autour de cette question de sobriété énergétique. Et notamment, donc, à la fois des organisations onusiennes et puis aussi de grandes organisations internationales et finalement de grandes normes internationales comme l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, et de l'articulation ou de la possibilité de faire cohabiter sobriété et normes internationales autour du commerce. Grande question. Mais vous avez le temps, il nous reste encore un quart d'heure. Pas vraiment mon domaine, donc je Est-ce que ne dirais pas grand-chose. Je vais peut-être répondre par une question, par une proposition de contournement. On a déjà énormément de mal à intégrer les problématiques de taxation du carbone aux frontières par ce type d'organisme. On a beaucoup de mal j'allais dire, à intégrer la sobriété dans les organisations internationales. Pourquoi ? Parce que tout simplement, déjà, il n'y a pas d'organisation internationale de l'énergie. Même si on est une agence internationale de l'énergie, c'est un club OCDE. On a une agence internationale des énergies renouvelables, mais qui a une dizaine d'années d'existence et qui, au final, n'a pas encore les ressorts, institutionnels pour imposer ce type de structure. On n'a pas d'agence internationale sur les métaux et les minerais. Ça serait d'ailleurs une question très, très importante à développer, c'est-à-dire comment essayer de la créer et rajouter. Et donc, au niveau, du dynamisme institutionnel sur les questions de sobriété, il est assez faible. Pendant de très nombreuses années, l'Agence internationale de l'énergie a confondu efficacité énergétique et sobriété, et d'ailleurs n'osait même pas quantifier un pourcentage de réduction lié à ou l'efficacité ou la sobriété, mais sans dire exactement pourquoi. Et donc, c'était un petit peu la variable de bouclage des différents scénarios. Donc, je ne pense pas qu'il soit très, très porteur de ces questions-là, tout simplement parce que une difficulté d'appréhender la thématique d'un point de vue global. Et peut-être pour rebondir là-dessus, le problème des organisations internationales, c'est qu'elles doivent faire la synthèse de visions complètement différentes, que ce soit des pays riches libertariens, des pays riches où l'État est beaucoup plus fort, de pays pauvres, de pays émergents. Et donc, c'est très difficile de faire émerger des positions fortes de la part d'organisations internationales et sur des politiques comme la sobriété qui seraient par nature extrêmement différentes selon les pays, parce que la sobriété en France, ce ne serait pas du tout la même qu'aux États-Unis, qu'en Éthiopie, par exemple, évidemment. C'est très difficile, en fait, d'avoir des positions là-dessus qui émergent. Alors, il peut y avoir quand même un certain degré international, comme Noémie l'expliquait tout à l'heure avec Repower EU. Donc, au niveau de l'Union européenne, on peut mettre en place un certain nombre de choses. Et donc, ça, c'est déjà international, mais c'est difficile, en fait, d'aller au-delà parce que, comme le disait Emmanuel, il n'y a pas… Déjà, les questions énergétiques et de ressources ne sont pas traitées à une échelle supérieure. Et de toute façon, les enjeux sont tels qu'en fait, plus on monte dans l'échelle des relations internationales, moins les positions peuvent être ambitieuses et à la fin, on a juste des discussions désincarnées, quand c'est sur des sujets comme ça, avec des visions très, très différentes sur les pays, etc. Pour compléter, là où on retrouve les grandes propositions, c'est dans les 17 objectifs de développement durable de l'ONU, où alors, il y en a beaucoup, c'est assez vaste, ça touche à la paix dans le monde, à réduire la faim dans le monde, il y a énormément d'éléments, et il y en a deux ou trois d'ailleurs qui vont s'articuler autour des questions énergétiques. Il y a celui de réduire les consommations d'énergie. Alors, je ne sais pas s'il est formulé exactement comme ça, mais l'idée, c'est d'être effectivement certainement plus sobre en énergie. Donc, je ne sais pas si on a le terme de sobriété, mais c'est l'idée.
en tout cas, il y a un effort à faire là-dessus. Enfin, l'effort est ciblé sur les questions énergétiques. Il y a aussi tout un pan sur les questions d'infrastructure, d'industrie et d'innovation. Et donc, on pourrait tout à fait voir apparaître, mais c'est quasiment de l'incantatoire, hein, c'est 17 objectifs de développement durable. Ça permet à tout le monde d'avoir un référentiel commun et voilà, qu'est-ce qu'est le développement durable et à quel point on touche un sujet vaste, comme celui de la sobriété d'ailleurs. Mais ça semble effectivement, on se rejoint tous, difficile d'avoir une norme globale pour l'ensemble des États. Si je peux rajouter quelque chose, je ne suis pas sûr qu'il y a de nombreux pays dans lesquels on pourrait avoir un débat en fait, de cette teneur sur cette question-là. Tout simplement, et là je vais revenir à la genèse de cette revue, pour avoir fait les premières recherches bibliographiques, vous allez chercher notamment le vocabulaire anglophone. Hein. Déjà, il faut savoir sufficiency, le terme de sobriété en anglais, et vous allez voir le vide qu'il y a au niveau comment dire, de la littérature sur ce sujet-là. Ça veut dire que c'est un sujet qui, notamment d'un point de vue britannique, au niveau anglo-saxon, n'a absolument pas été j'allais dire, regardé de la même manière que l'on l'aborde aujourd'hui. Et le relier à des questions géopolitiques, absolument pas non plus. Donc, c'est aussi pour ça que la question des organisations internationales, par rapport à ce débat-là, est à mon sens très éloignée de ce que l'on peut faire. Et on a aussi plusieurs questions qui rebondissent, qui permettent de rebondir sur cette question de terminologie, finalement, que ce soit en français ou en anglais. Et je vais faire le lien avec les 3 axes de la stratégie énergétique de défense. Donc, consommer moins, consommer mieux, consommer sûr. Je pense que on peut assez facilement utiliser le narratif de consommer mieux, consommer sûr auprès de la population française, mais consommer moins, c'est assez surprenant de la part, que ce soit aussi affiché aussi clairement, finalement. Donc, peut-être revenir sur les mots qu'on utilise, sur la manière dont on peut renverser le narratif autour de la sobriété. On a évoqué rapidement la résilience, mais je pense qu'on peut aussi revenir sur adaptation, résilience, qui fait aussi l'objet d'un entretien au sein de la revue. Je ne sais pas si vous voulez rebondir sur ça, mais j'étais assez frappée de ce consommer moins, consommer mieux, consommer sûr, qui paraît très accrocheur comme ça. Mais finalement, est-ce que ça peut être quelque chose sur lequel on peut se baser pour convaincre une partie de la population du bien fondé de ces politiques de sobriété? Pour un premier élément de réponse, en fait, se consommer moins, il vient tout d'abord du constat qui est fait de la croissance tendancielle en fait, des consommations, et notamment des forces armées, avec, on en a déjà parlé, la question du low-tech, etc., avec des équipements et des matériels qui vont être de plus en plus énergivores, parce qu'on a besoin de toujours plus de puissance, d'aller toujours plus loin. On a un besoin de durabilité avec ces programmes capacitaires, les avions, les bateaux, d'être toujours plus autonome au niveau énergétique et de pouvoir apporter, avoir avec la complexification des équipements qui vont être interconnectés à d'autres, parce qu'en fait, l'ensemble des milieux, terre, air, mer, vont être de plus en plus interconnectés. Donc, il y a aussi la gestion de la data qui est très consommatrice en énergie. Donc, ça veut dire qu'il faut emmener toujours plus d'énergie à bord d'un bateau, d'un avion, d'un char, d'un véhicule. Donc, il y a toutes ces contraintes technologiques qui ont aussi des limites. C'est-à-dire qu'un avion, évidemment, on ne peut pas lui mettre, je ne sais pas moi, 400 kilos de batterie en plus s'il n'a pas été conçu pour, parce qu'il n'aura pas la même... Donc, se consommer moins, il vient pour répondre au constat de cette tendance, alors peut-être pas exponentielle, mais de cette croissance énergétique de l'ensemble des équipements et des matériels, dont on comprend qu'il va falloir limiter au bout d'un moment cette tendance. Alors, on veut des équipements performants, et c'est le cas, c'est ce qui est fait. On en parle justement de la question du low-tech. Donc, l'idée, c'est bien d'avoir des matériels performants, mais jusqu'où on va? Et ça pose la question, évidemment, de la limite et de la solution technologique également. Est-ce qu'on est capable de répondre à un enjeu de puissance uniquement avec des matériels extrêmement sophistiqués? Ça soulève énormément de questions en ce sens, mais le consommer moins part bien de ça. L'un ou l'autre, si vous voulez rebondir. Mais je pense qu'il y a vraiment une question économique aussi derrière. On le voit bien au niveau français. En fait, quand le gouvernement se saisit de la question de la sobriété, c'est parce qu'il y a une crise énergétique qui commence à coûter très cher. Donc, par exemple,
la circulaire Castex qui a été relancée aussi par Elisabeth Borne juste au moment de la transition entre les deux premiers ministres, qui en fait ne fait que rappeler la loi, hein, c'est-à-dire pour les bâtiments publics, ne pas chauffer au-delà de 19 degrés, ne pas climatiser en dessous de 26, et un certain nombre de critères. Ça, c'est parce qu'il y a la crise énergétique qu'il y a eu ces démarches-là. Donc, je pense en fait que c'est par le portefeuille qu'on arrivera à ce genre de réflexion. Est-ce qu'on a une note plus optimiste? Moi, je trouve que le slogan est intéressant à double ou triple titre. Déjà, moi, il me fait penser à une version, j'allais dire 2020, de « on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ». C'est-à-dire qu'on mise un peu tout sur le slogan, mais quelque part, c'est intéressant parce que quelque part, ça synthétise assez bien ce qu'il faut faire. Donc, est-ce que c'est pas une manière d'aborder de manière très, très simple, moins, mieux, sûr. Le sûr, ça parlera peut-être pas autant, sauf à ce qu'on ait des déséquilibres énergétiques assez majeurs. Mais le moins et le mieux, il faudra peut-être aussi l'expliciter parce que le mieux, ça veut dire aussi rapport avec la technologie, je pense. Mais ça peut être quelque chose à développer. On peut construire un narratif derrière au moins. Donc, ça peut être une manière en fait de faire projeter les gens avec des slogans qui sont très, très simples. Parce que finalement, les consommer mieux, est-ce que c'est pas lié à l'efficacité énergétique Moi, aussi? c'est comme ça que je le prends, oui. Oui, on est à cheval entre l'efficacité énergétique et le management de l'énergie, donc de mieux optimiser également nos consommations, parce qu'il y a tout un enjeu, il y a un enjeu de déperdition. Par exemple, si on pense aux infrastructures, on est sur un bâti vieillissant, mais que ce soit au niveau national ou pour le ministère des Armées, avec de la perte d'énergie, avec des passoires énergétiques. Donc l'idée du mieux, et du moins, en fait, les deux sont extrêmement proches. Ça va être aussi avec de la performance énergétique, de l'efficacité, aussi de l'optimisation de certains de nos usages. Voilà, où on peut mettre pas mal de choses derrière, mais les deux se rejoignent en tout cas. Et toujours pour continuer sur la terminologie, il y a eu des questions autour de la résilience. Est-ce que c'est quelque chose qui là aussi apparaît souvent quand on parle de sobriété et notamment dans des stratégies comme celle. Là, on le retrouve sur le sûr. Pour le coup, on est clairement en train de parler de résilience. Le sûr, alors, c'est peut-être pas très joli comme ça, mais le consommer sûr, en fait, c'est toute la question de la sécurisation de nos approvisionnements et de la sécurité énergétique au sens large. Alors là, on repart sur un autre concept qu'il s'agirait de définir, mais c'est cette question de la résilience énergétique. Le terme a été énormément utilisé dans tous les domaines. Pour le ministère des Armées et la spécificité de ses missions, ça veut bien dire, et d'ailleurs pour en fait tous les organismes qui ont des activités sensibles, ou que ce soit des industries type Céveso ou le domaine de la santé, qui a également des activités sensibles pour la vie humaine. L'idée de la résilience énergétique, elle pourra être hydrique, elle peut se décliner, c'est bien d'assurer la continuité d'activité de ces activités qui sont sensibles. Donc, ce sujet de la résilience, on est bien sur le domaine de la sécurité pour sécuriser une activité et permettre qu'elle continue, parce que le fait de l'arrêter serait extrêmement problématique. En fait, c'est un sujet qui a vraiment émergé, je trouve, au moment du Covid, où on a pris conscience assez rapidement, finalement, de nos dépendances sur un certain nombre d'éléments stratégiques, de nos pertes de savoir-faire aussi, même pour des choses aussi basiques que des masques. Et donc, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on avait des dépendances industrielles, par exemple, qui étaient problématiques. Après, il y a eu la crise énergétique avec une instrumentalisation en poussée de l'outil énergétique par la Russie pour faire pression sur l'Europe, ce qui a encore poussé le politique à se saisir de ce sujet. Et aujourd'hui, il y a dans le débat public, au niveau français, mais aussi au niveau européen, des réflexions qui sont menées là-dessus sur l'amélioration de notre résilience, qui passe par la réindustrialisation, par des chaînes de valeur stratégiques à relocaliser sur le territoire, parce qu'on a conscience qu'il y a déjà ces crises-là qui nous ont frappés, il y en a d'autres qui peuvent nous frapper. Par exemple, si la Chine envahit Taïwan demain, les approvisionnements semi-conducteurs seraient menacés. Et donc, il y a une sorte de transition qui est en train de s'opérer entre une vision qui était extrêmement libérale au niveau européen jusqu'à très récemment, et maintenant quand même d'autres voix, même au sein du collège des commissaires, qui commencent à se dire
au-delà des questions de marché, il faut aussi s'assurer de la capacité de pouvoir faire un certain nombre de choses sur le territoire européen. Et donc, ces questions de résilience, en fait, émergent depuis assez peu de temps. Juste pour compléter, parce que la définition en fait, des termes utilisés est extrêmement importante. Le terme de résilience, à la base, il vient du domaine de la physique et de la chimie, enfin de la physique. Et donc, c'est la capacité la résilience, c'est la capacité d'un matériau à revenir à son état initial après un choc. Donc, on est vraiment dans cette idée-là. Donc, on a subi, effectivement, ça émerge de manière massive avec le Covid, on a subi un choc. Et comment est-ce qu'un État, une organisation, des êtres humains, enfin, au niveau individuel, on est résilient et comment est-ce qu'on réussit à revenir à une situation initiale après un choc. Ce qui diffère un tout petit peu de la continuité d'activité, c'est comment est-ce que même dans une situation dégradée, donc on est dans le choc, on réussit à assurer une mission, une activité vitale, enfin, qu'on appelle d'importance vitale, dans un environnement dégradé. C'est la petite différence qu'il y a, mais les deux notions sont extrêmement proches. Et donc, la sobriété est plus proche de ce concept de continuité d'activité, puisque finalement, l'idée, c'est de ne pas se mettre dans une position où on va devoir réduire l'activité pour survivre au choc. La sobriété, c'est plutôt un levier pour être plus résilient, parce qu'on en a déjà parlé, hein, toute l'énergie qui ne sera pas consommée, enfin énergie ou autre matière, qui ne sera pas consommée ou gaspillée, permettra de pouvoir durer dans le temps. Donc, on est plutôt sur un levier pour être résilient ou d'ailleurs continuer l'activité sur un temps plus long avec moins de ressources. Enfin, là, l'idée, c'est de durer, je pense. C'est un levier qui va favoriser notamment toutes les questions d'autonomie stratégique que l'on se pose à l'heure actuelle sur les matières premières minérales dans leur globalité. Très bien. Et bien, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là, puisqu'il ne reste que quelques minutes. Je voulais vous laisser la possibilité de dire un petit mot à la fin, si vous le souhaitez. Emmanuel, peut-être sur la RIS pour clore le débat. Et puis ensuite, je me permettrai de remercier tous les internautes pour leur patience. Écoutez, j'espère qu'on vous a invité à inciter et invité à lire en toute sobriété cette nouvelle revue internationale et stratégique. Et personnellement, je pense que ce sujet va être au cœur des politiques à la fois énergétiques, mais même des politiques sociales. Et je l'espère, c'est peut-être plus une espérance d'ailleurs qu'une réalité pour les années qui viennent. Et on espère porter ce sujet au niveau des relations internationales dans les semaines et les mois et les années qui viennent. Et de mon côté, je voulais vous remercier à tous les trois d'avoir partagé ce moment ce soir. Pour moi, ça a été très intéressant, notamment parce que autour de la question j'ai beaucoup de questions autour du terme sobriété, du terme résilience, de l'adaptation, de la résistance, de la continuité d'activité, et aussi parce que ce qui a été abordé par vous, Maxence, autour de la pauvreté et la manière dont vous avez pu décrire la pauvreté en termes de champ d'action. Vous avez utilisé l'exemple d'un avion, mais est-ce que finalement, on ne peut pas lier là aussi sobriété et liberté ou possibilité d'action, champ d'opération, puisque le contraire finalement de cette liberté, c'est la pauvreté dans l'exemple que vous utilisez. Donc ça amène pour moi beaucoup de questions autour de la manière dont on va utiliser ces termes-là dans les prochaines années pour continuer cette discussion et continuer ce débat. Parce que sobriété, c'est un terme très spécifique en français, et on va aussi avoir ce défi d'y trouver des équivalents dans d'autres langues. Et donc, je voulais aussi remercier évidemment les internautes pour leur patience. On est désolé pour les petits couacs techniques, mais voilà, on a bien retenu la leçon, et on espère que vous continuerez à nous suivre. Donc, n'hésitez pas à aller regarder en ligne ou en librairie les articles de ce dossier géopolitique de la sobriété de la revue internationale et stratégique. N'hésitez pas à consulter les ouvrages des panélistes à ma gauche et à ma droite autour des énergies. On vous retrouve bientôt et on vous souhaite une très bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.